Alors nous allons expliquer le principe du réétalement gravitaire après la disparition d'une chaîne de montagnes et pourquoi là où il y avait une chaîne de montagnes de collision, il y aura nécessairement un bassin sédimentaire intracratonique. Donc pour ça, notre point de départ, alors pardon, il faut mettre le titre, donc on va aller de la chaîne de montagnes de collision, ou en fait n'importe quelle chaîne de montagne qui présente vraiment un épaississement crustal important, au bassin sédimentaire intracratonique. Donc notre point de départ, c'est qu'il faut qu'il existe une chaîne de montagnes. Donc notre cas particulier, puisque nous sommes sur le bassin parisien, cette chaîne de montagnes, c'est en fait la chaîne hercynienne qui est là à la fin du primaire et qui a soudé le Laurasia avec le Gondwana et qui a fait la Pangée. Donc prenons une grande racine crustale d'une chaîne de montagnes de collision. Elle présente à sa base des leucogranites, on expliquera ça dans le cours Alpes. Et bien sûr, elle présente des roches métamorphiques. Elle s'est formée parce qu'il y avait des contraintes tectoniques de compression. Ces contraintes de compression ayant disparu, ce matériau qui était sous tension, sous compression, se réétale. Mais l'erreur classique que l'on fait, c'est de ne considérer que la croûte. Or, la croûte est toujours mécaniquement solidaire du manteau lithosphérique qui est en dessous. Donc c'est une erreur de raisonnement que de ne considérer que la croûte. En réalité, ce qui se réétale, c'est toujours la lithosphère tout entière. Et c'est ça en fait qui est la clé de la compréhension du processus. Tant que vous raisonnerez en termes de croûte, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment toute la lithosphère qui se réétale parce que mécaniquement la croûte et le manteau lithosphérique fonctionnent ensemble. Donc ici on avait par exemple une zone de 30 km d'épaisseur, une zone standard. Maintenant tout s'étire, toute la lithosphère s'étire. Alors je vais changer d'échelle pour qu'on puisse dessiner vraiment à l'échelle de la lithosphère. Si je réétire tout ça de façon à ce que ici il y ait à nouveau 30 km d'épaisseur. Parce qu'à la fin, c'est effectivement ce qu'on a vu sous le bassin parisien, tout ça s'étire. Si je raisonne qu'en termes de croûte, il ne se passe rien. Mais si je raisonne en termes de lithosphère, alors je vais être obligé de mettre la lithosphère vraiment très très haute pour que le schéma fonctionne. Étirer tout ça de manière à récupérer les 30 km de croûte qui sont ici. Donc c'est ceux qu'on va retrouver là. Donc en termes de composition, bien sûr, ça c'est facile à comprendre. On récupère les leucogranites qui peuvent affleurer en surface, on récupère des roches métamorphiques. Là n'est pas la question. Vous étirez tout ça, donc pas que la croûte, la lithosphère avec. Que se passe-t-il pour le manteau lithosphérique? Vous voyez ici que nous en avons très peu, parce que c'était justement la racine crustale. Donc le résultat, c'est que si je prends une zone ici, et la zone qui est là, elles ont un manteau lithosphérique relativement profond, alors que au contraire, la zone centrale, exactement là où il y avait la chaîne de montagne, pour pouvoir étirer tout ça, puis bien sûr il y a quand même des phénomènes d'érosion aussi, il n'y a pas que le réétalement gravitaire, pour arriver à réobtenir quelque chose qui ne fasse que 30 km de profondeur, en étalant toute la lithosphère ensemble, forcément, on récupère un morceau de lithosphère de manteau lithosphérique qui est très fin.
Or, je vous rappelle que la limite lithosphère-asténosphère, c'est certes une limite mécanique, et c'est parce que c'est une limite mécanique que c'est tout ça qui se réétale. Donc ici, on interprète la limite lithosphérique comme une différence mécanique entre quelque chose de, certes, un peu ductile, mais pas au point de la LVZ qui est en dessous. Donc ça se découple mécaniquement de la LVZ, donc il n'y a que la lithosphère qui ici se réétire sur la sténosphère. Mais n'oubliez pas que la deuxième définition, il y a une concordance entre ces deux définitions, c'est que ça correspond à peu près à l'isotherme 1300 degrés. Et donc si c'est toute cette zone qui se réétire, donc vous voyez que ça fait remonter la limite lithosphère-asténosphère, ça veut dire que ici nous avons une anomalie thermique. Mais c'est pas tout. Nous avons forcément une situation qui n'est pas à l'équilibre isostatique. Parce que si l'équilibre, c'est ça, avec cette profondeur-ci, donc environ une profondeur d'environ 100 km pour le manteau asténosphérique, si ça c'est l'équilibre, vous vous doutez bien que ça, ce n'est pas l'équilibre. Puisque nous avons ici du manteau asténosphérique et non pas du manteau lithosphérique. Et comment retournera-t-on à l'équilibre? On retournera à l'équilibre par refroidissement, parce que par conduction, même si les roches conduisent très mal la chaleur va tout doucement s'évacuer. Si la chaleur s'évacue, ça veut dire que l'isotherme 1300 degrés redescend. Donc si on dessine l'étape d'après, au lieu d'avoir l'isotherme 1300 degrés qui est aussi remonté, il est un petit peu plus bas. Donc par rapport à la situation initiale qui était ici, l'isotherme 1300 degrés est redescendu. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe en termes d'altitude? Si l'isotherme 1300 degrés descend, tout simplement parce que de la chaleur s'évacue, j'ai remplacé du manteau lithosphérique par du manteau asténosphérique. Et donc, pardon, l'inverse, du manteau asténosphérique par du manteau lithosphérique. Or, le manteau asténosphérique a une densité d'environ 3,25, quand le manteau lithosphérique a une densité de 3,3. Donc, tout se passe comme si j'avais remplacé ici un morceau de roche, une tranche de roche, de densité 3,25, par la même tranche de roche, mais de densité 3,3. Donc, forcément, j'ai quelque chose de plus dense. Donc, il n'est pas possible que je reste à la même altitude. Pour compenser, il faut que j'ai une baisse d'altitude, parce que cette baisse d'altitude, ça va faire que dans ma colonne, j'ai une tranche d'air qui, bien sûr, est peu dense. Donc, à l'endroit où la chaleur est partie, forcément, l'altitude va aussi diminuer. J'ai changé un peu d'échelle, là on est toujours à 30 km. Et par contre, sur les côtés où on était à l'équilibre, c'est plus haut. Bien sûr, nous exagérons de façon vraiment spectaculaire pour que le schéma donne quelque chose de visible. Donc ça, c'est simplement dû à l'isostasie. C'est à cause de l'isostasie que, à partir de ce point, on a une descente. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est que ça crée un espace disponible. Et donc si l'eau envahit cette zone, eh bien nous avons ici toute une possibilité de sédimentation. Et vous voyez que cet espace disponible, elle est due donc à la descente isostasique, au fait qu'il y a une possibilité de flexure de la lithosphère. Vous voyez, ça s'infléchit tout doucement. Nous avons grandement exagéré les angles. Donc, une possibilité de flexure de cette lithosphère. Et puis, bien sûr, un refroidissement au fur et à mesure du temps. Parce que la chaleur s'évacue. Donc, on va avoir une baisse d'altitude qui est due au refroidissement, et c'est pour ça que ceci s'appelle une subsidence thermique. Et donc nous avons démontré ce que nous souhaitions démontrer. Là où il y a une chaîne de montagnes, il y aura nécessairement, une fois que le relief aura complètement disparu,
il y aura, après la disparition de chaînes de montagne, il y aura nécessairement un bassin sédimentaire s'étalant sur plusieurs centaines de kilomètres, faisant une subsidence thermique, donc quelque chose de lent, et donc faisant des grands dépôts, et ça c'est caractéristique des bassins intracratoniques. Et on peut même pousser la démonstration un petit peu plus loin pour expliquer pourquoi on va avoir ces dépôts quasiment concentriques. Donc si on part de notre situation initiale, un petit peu théorique, où on serait complètement à plat, mais avec une lithosphère qui est amincie parce que le manteau lithosphérique l'est. Au démarrage, on a ici donc une forte anomalie thermique, hein, forcément, c'est l'isotherme 1300 degrés. On a beaucoup de chaleur qui s'évacue. Et donc forcément, si vous avez beaucoup de chaleur qui s'évacue, vous allez aussi avoir beaucoup de baisse d'altitude. À cause de l'isostasie. Par le principe que nous avons expliqué juste avant. Donc pour cette première étape, on a une grande flexure. Si on considère que ici c'est la zone à l'équilibre, ici aussi c'est la zone à l'équilibre, la chaleur s'évacue partout grandement, nous avons une grande flexure. Bien sûr c'est totalement exagéré, hein, totalement caricatural. Avec par rapport à la situation initiale, une baisse de la limite de l'isotherme 1300 degrés et donc un épaississement de cette lithosphère. Et donc ici un grand espace disponible, comme on le voit dans le bassin parisien pour le Trias et le Jurassique. Mais maintenant regardez ce qui se passe. Ces zones-là sur le bord, elles sont quasiment à l'équilibre. Donc si elles sont quasiment à l'équilibre, ça veut dire qu'elles ont déjà évacué toute leur chaleur, donc elles auront en fait leur forme définitive qui est comblée ici par les sédiments. Alors que ces zones-là, elles sont encore chaudes et elles vont continuer à évacuer leur chaleur. Donc ces zones-là, elles vont continuer à perdre de l'altitude parce qu'elles perdent de la chaleur. Donc je vais essayer de redessiner le profil. Ce secteur-là ne change absolument pas. Mais à partir du moment où on arrive plus vers le centre, je caricature pour que ça fonctionne par étapes, on a un creusement du centre, puis on revient ici où ça n'a pas changé par rapport à la situation initiale. Donc si on prolonge un petit peu. De même que ici ce secteur-là était déjà à l'équilibre et n'a pas changé, de même ce secteur-là est à l'équilibre et ne change pas. Par contre, le secteur central, qui présente encore une anomalie thermique, perd de la chaleur et donc perd aussi de l'altitude. Donc lui, il continue à s'incurver. Si je reprends les terrains sédimentaires, donc ici, il n'y a pas de changement. Et puis les terrains qui ont déjà été déposés, ils ont déjà été déposés. Le nouvel espace disponible est donc seulement celui-ci. Et vous remarquerez que ce nouvel espace disponible, il est plus réduit que le précédent, puisqu'on avait déjà ces zones-là qui sont à l'équilibre, qui n'ont pas bougé, qui sont déjà comblées. Et il n'y a plus d'espace disponible. Et ainsi de suite. Parce que désormais, ces secteurs-là est quasiment à l'équilibre, donc eux, ils ne bougeront pas. Il n'y a plus que ce secteur-là qui libère de la chaleur, donc il ne sera plus que le seul à continuer sa flexure, etc., etc. Donc ça, par exemple, ça pourrait être le schéma du Crétacé. Et puis si on le refait encore une fois, on aura juste au centre le dépôt du tertiaire. Et donc, parce que c'est de la subsidence thermique, vous voyez que forcément, les dépôts sédimentaires vont nécessairement être concentriques
de plus en plus restreint, et forcément restreint au centre, vers le centre, et ce centre, c'est forcément là où la croûte initiale était la plus épaisse, c'est-à-dire qu'on attend le centre du bassin sédimentaire, là où il y avait la racine crustale la plus épaisse.